Pourquoi tu ne restes pas près du mur de la salle de bain? Comme ça, les photos de famille resteront nettes, a crié la mariée. Ma place? Déjà prise par un inconnu. Alors, je suis allé tranquillement à la table des cadeaux, j'ai repris mes 30 000 $ et j'ai dit, ne t'inquiète pas, je resterai hors du cadre pour toujours. 3 jours après leur lune de miel, j'ai envoyé un message. Résultat, 33 appels manqués. Je m'appelle Tessa Wilson, j'ai 32 ans, et mon frère Nathan a été mon meilleur ami toute notre vie. Quand il s'est fiancé, j'ai investi toutes mes économies, 30 000 $, pour leur offrir le mariage de leur rêve. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, le jour de son mariage, sa fiancée, Vanessa, m'humilierait devant tout le monde, me forçant à prendre une décision qui changerait notre famille à jamais. Parfois, les personnes que nous aimons le plus nous blessent d'une manière que nous ne voyons jamais venir. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après que j'ai quitté cette réception, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et abonnez-vous si vous vous êtes déjà défendu lorsque personne d'autre ne le faisait. Nathan et moi avons toujours été inséparables en grandissant. Séparés seulement de 2 ans, nous partagions tout, des jouets au secret. Nos parents travaillaient de longues heures dans leur petite entreprise, alors nous comptions l'un sur l'autre. Je me souviens encore de la façon dont Nathan vérifiait sous mon lit à la recherche de monstres chaque nuit, armé d'une lampe de poche et de son fidèle épée en plastique. Quand j'ai été harcelé en 4e année, il m'a raccompagné en classe tous les jours pendant un mois, malgré le fait qu'il soit dans un bâtiment différent. Ces petits gestes ont cimenté notre lien. Notre adolescence n'a fait que renforcer notre connexion. Alors que la plupart des frères et sœurs s'éloignaient, nous sommes devenus les confidents l'un de l'autre. Quand Nathan a eu le cœur brisé lors du bal de promo de dernière année, je suis resté debout toute la nuit avec lui, mangeant de la glace et regardant de mauvais films d'horreur. Quand j'ai eu du mal avec mes candidatures universitaires, il m'a aidé à relire chaque essai. Nous avions promis d'être toujours là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Après l'université, nous nous sommes tous les deux installés dans la même ville. Les dîners du dimanche dans mon appartement sont devenus notre tradition. Nathan apportait les ingrédients et nous cuisinions ensemble tout en nous rattrapant sur notre semaine. Ces moments étaient sacrés pour moi. Même quand nous étions tous les deux occupés par nos carrières, nous priorisions notre relation. Tout a changé quand Nathan a rencontré Vanessa lors d'un événement d'entreprise il y a 3 ans. Il a été immédiatement captivé par elle. Sur papier, elle semblait parfaite, une cadre marketing à succès, d'une beauté époustouflante et charismatique. Quand Nathan nous a présentés pour la première fois dans un restaurant du centre-ville, j'ai essayé d'être accueillante, mais quelque chose semblait étrange. Bien qu'elle souriait et riait avec Nathan, ses yeux restaient froids quand elle me regardait. Quand Nathan s'est éloigné pour prendre un appel téléphonique, Vanessa a immédiatement regardé son téléphone, sans prendre la peine d'engager la conversation. « Ton frère parle constamment de toi », a-t-elle dit sans lever les yeux. Presque trop, vraiment. Ce commentaire, livré avec un sourire forcé, a été mon premier signal d'alarme. Pourtant, j'ai mis cela sur le compte de la gêne de la première rencontre. Au fur et à mesure que leur relation progressait, j'ai remarqué des schémas inquiétants. Nathan a commencé à annuler nos dîners du dimanche, toujours avec des excuses liées à Vanessa. Elle a eu une semaine difficile au travail où nous avons des projets avec ses amis. Quand nous nous retrouvions, Vanessa appelait sans cesse pour vérifier où il était et quand il reviendrait. 6 mois après le début de leur relation, Nathan est arrivé à mon appartement l'air épuisé. Il a avoué que Vanessa lui avait suggéré de prendre ses distances avec moi parce qu'elle pensait que notre relation était exceptionnellement dépendante. J'ai été choqué, mais Nathan m'a assuré qu'il avait défendu notre proximité. Pourtant, nos rencontres continuaient de diminuer. Quand Nathan a annoncé leur fiançailles après seulement 10 mois de fréquentation, j'ai forcé un sourire alors que mon estomac se serrait d'inquiétude. Lors de leur dîner de fiançailles, Vanessa a exposé sa bague en diamant de 5 carats, expliquant comment Nathan s'était mis en 4 pour se la payer. J'ai découvert plus tard qu'il avait vidé ses économies et contracté un prêt personnel. Les préparatifs du mariage ont révélé le goût coûteux de Vanessa. Elle voulait un mariage à destination dans un vignoble exclusif, des robes de créateurs pour ses 7 demoiselles d'honneur et une lune de miel d'une semaine à Bali. Nathan était englouti par les dépenses, mais refusait de réduire. « Je veux lui donner tout ce qu'elle mérite », m'a-t-il dit. Les cernes sous ses yeux trahissaient son stress. Un soir, Nathan m'a appelé en panique. Le vignoble exigeait le paiement final de 20 000 $, mais leur demande de prêt avait été refusée en raison des finances déjà tendues de Nathan. Vanessa était dévastée,
menaçant de reporter le mariage. Sans hésiter, j'ai offert mes économies de toute une vie, 30 000 $ que je mettais de côté pour la compte d'une maison. Tess, je ne pourrai jamais prendre ça, a protesté faiblement Nathan. Tu as toujours été là pour moi, ai-je insisté. Laisse-moi faire ça pour toi. Le soulagement dans sa voix était palpable. Nous avons convenu que je leur donnerais l'argent comme cadeau de mariage, couvrant le lieu et aidant aux dépenses de lune de miel. Quand j'ai transféré l'argent, Nathan m'a serré fort dans ses bras, les larmes aux yeux. Tu es la meilleure sœur que l'on puisse demander, a-t-il murmuré. Malgré ma contribution financière, l'attitude de Vanessa envers moi s'est détériorée. Elle m'a exclu de la plupart des préparatifs du mariage malgré le fait que j'étais demoiselle d'honneur. Quand j'ai suggéré des idées, elle souriait avec une expression forcée et disait « Nous voulons quelque chose d'un peu plus sophistiqué ». Toutes les tentatives de créer des liens avec elle ont échoué. Nos parents ont remarqué la tension, mais m'ont exhorté à faire des efforts pour Nathan. Maman m'a mise à l'écart une fois, admettant qu'elle trouvait aussi Vanessa difficile, mais a souligné l'importance de l'unité familiale. Papa, toujours enclin à éviter les conflits, faisait semblant que tout allait bien. Pendant ce temps, Nathan est devenu de plus en plus défensif envers Vanessa, insistant pour que j'apprenne simplement à mieux la connaître. J'ai essayé de contacter Vanessa plusieurs fois. Je l'ai invitée à déjeuner, lui ai envoyé des cadeaux attentionnés et proposé de l'aider pour les tâches du mariage. Chaque tentative a été accueillie par des excuses ou des réponses tièdes. Quand je lui ai envoyé un message concernant les retouches de la robe de demoiselle d'honneur, elle a répondu des heures plus tard avec des réponses d'un seul mot. Quand j'ai apporté des cookies faits maison à leur appartement, elle a prétendu être au régime et les a laissés intacts. Malgré tout, j'espérais qu'une fois mariée, Vanessa se détendrait et notre famille pourrait guérir. Je me suis convaincu que ma présence au mariage, soutenant mon frère avec un sourire, lui montrerait que je n'avais aucune intention de me mettre entre eux. Comme je me trompais. La fête de fiançailles a donné le ton de ce qui allait suivre. Vanessa et ses parents ont accueilli dans leur vaste maison de banlieue, sans lésiner sur le traiteur et la décoration. Quand je suis arrivé, Vanessa m'a salué par des bisous en l'air avant d'emmener immédiatement Nathan rencontrer des amis importants. J'ai passé la majeure partie de la soirée seul à siroter un verre de champagne tout en regardant mon frère orbiter autour de Vanessa comme un satellite. Quand les discours ont commencé, j'ai attendu mon tour pour parler de mon frère. La demoiselle d'honneur de Vanessa a parlé la première, suivie par son père, 3 de ses cousins, et même son entraîneur personnel. Alors que la nuit touchait à sa fin, je me suis approché du microphone seulement pour que Vanessa annonce qu'il était temps de passer au dessert. Quand j'ai mentionné à Nathan plus tard que j'avais préparé un discours, il a froncé les sourcils. Vanessa a dit que la liste des orateurs était déjà pleine. Il ne m'a jamais contredit. La fête prénuptiale a été encore plus blessante. J'ai découvert son existence via une publication Instagram d'une des demoiselles d'honneur. Les photos montraient Vanessa entourée de femmes dans un magnifique jardin décoré, ouvrant des cadeaux et jouant à des jeux. Quand j'ai envoyé un message à Nathan pour lui demander à ce sujet, a-t-il appelé immédiatement avec confusion dans la voix. Vanessa a dit qu'elle t'avait invité il y a des semaines, a-t-il insisté. Elle est vraiment contrariée que tu n'aies pas participé. Plus tard dans la soirée, Vanessa m'a appelé directement. Une rare occurrence. Je t'ai envoyé une invitation via Facebook, a-t-elle affirmé, sa voix douce et mielleuse. Je suis tellement déçu que tu aies manqué ça. Tout le monde a remarqué ton absence. Je n'ai jamais reçu d'invitation et mes messages Facebook ne montraient aucune communication de sa part. Pourtant, je me suis excusé pour maintenir la paix, envoyant même un coûteux forfait spa comme cadeau de remerciement pour avoir manqué sa fête prénuptiale. Vanessa n'a jamais accusé réception. La planification de la fête de célibataire a révélé la hiérarchie parmi les demoiselles d'honneur. En tant que sœur du marié, j'ai supposé que je serais impliqué dans son organisation. Au lieu de cela, la demoiselle d'honneur de Vanessa, Britney, a créé un groupe de discussion de planification qui m'excluait. Quand j'ai poliment demandé à être ajouté, Britney a répondu que Vanessa voulait que ses filles s'en occupent. J'étais invité à participer et à contribuer 400 $, mais je n'avais aucun mot à dire sur les activités. Le week-end lui-même était une étude de l'exclusion subtile. Pendant le voyage de 3 jours à Miami, j'ai été assigné à partager une chambre avec 2 des cousines de Vanessa qui parlaient principalement espagnol dans notre chambre. Les photos de groupe étaient prises pendant que j'étais dans la salle de bain ou que j'allais chercher des boissons. Au dîner, les places étaient toujours disposées de manière à ce que je sois à l'extrémité la plus éloignée de la table,
loin de Vanessa et du groupe principal. Une nuit, après plusieurs cocktails, l'une des demoiselles d'honneur s'est approchée de moi au bar de l'hôtel. « Tu sais qu'elle parle de toi ?» a-t-elle murmuré, jetant un coup d'œil pour s'assurer que Vanessa n'était pas à proximité. « Elle pense que tu es trop impliqué dans la vie de Nathan. »« C'est mon frère » ai-je répondu, luttant pour garder ma voix calme. « Fais attention » a-t-elle averti avant de rejoindre le groupe. Les essayages de robes étaient un autre champ de bataille. Alors que les autres demoiselles d'honneur recevaient des styles flatteurs qui complimentaient leur silhouette, le mien accentuait chaque insécurité. L'encolure était trop basse. La taille tombait sur mon poing le plus large et la couleur rendait ma peau pâle. Quand j'ai doucement suggéré des modifications, Vanessa a souri. « Les robes doivent être uniformes, Tessa » a-t-elle expliqué comme à un enfant. « Tout le monde adore les siennes. » La couturière m'a jeté un regard compatissant, mais est restée silencieuse. J'ai appris plus tard d'une autre demoiselle d'honneur que Vanessa avait spécifiquement donné des instructions à la boutique concernant ma robe, affirmant que j'avais des problèmes d'image corporelle et que j'avais besoin d'une couverture supplémentaire, malgré ma taille étant plus petite que plusieurs autres demoiselles d'honneur. Le dîner de répétition aurait dû être un point culminant, traditionnellement organisé par la famille du marié. Mes parents avaient prévu un charmant événement au steakhouse préféré de Nathan. Je suis arrivé en avance pour aider avec les cartes de place, seulement pour découvrir que mon nom n'était pas à la table familiale. Au lieu de cela, j'étais assise entre l'oncle âgé de Vanessa, qui était malentendant, et sa cousine de 13 ans, qui a passé toute la soirée à texter. Quand j'ai discrètement demandé à ma mère comment étaient les dispositions de table, elle avait l'air mal à l'aise. Vanessa a apporté quelques changements de dernière minute, a-t-elle murmuré. Elle pensait que ce serait mieux de séparer la famille dans toute la pièce pour qu'elle se mêle à ses invités. Pourtant, j'ai remarqué que ses parents, ses frères et sœurs, et même ses parents éloignés étaient regroupés à des tables privilégiées près du couple. Seule notre famille avait été répartie dans toute la pièce. Après le dîner, je me suis excusé pour aller aux toilettes. En passant par un petit renfoncement, j'ai entendu la voix de Vanessa. Sa sœur est exactement ce que j'attendais, a-t-elle dit en riant. Si désespérée d'attirer l'attention. Tu as vu comme elle essayait d'aider à tout ? Comme si jeter de l'argent au mariage lui achetait une place spéciale. Eh bien, c'était beaucoup d'argent, a répondu sa mère. S'il te plaît, Nathan dit qu'elle vit de manière frugale de toute façon. Probablement qu'elle a le double de cela économisé. De plus, une fois mariée, elle devra comprendre sa place. Je me suis figé, le cœur battant. Avant que je ne puisse bouger, elles sont sorties du renfoncement. Le sourire de Vanessa a vacillé légèrement en me voyant. Elle s'est rapidement remise. Tessa, tu cherchais Nathan ? Je pense qu'il est près du bar. J'ai hoché la tête en silence et je me suis éloigné, retenant mes larmes. Plus tard cette nuit-là, j'ai essayé de parler à Nathan à son appartement. Ses témoins étaient sortis prendre un verre, mais il avait refusé, invoquant l'épuisement. Alors que nous étions assis dans sa cuisine à boire du thé, j'ai prudemment abordé le sujet. Nathan, es-tu heureux ? Vraiment heureux ? Il a semblé surpris. Bien sûr que je le suis. Pourquoi poses-tu cette question ? Les choses semblent différentes entre nous depuis Vanessa, ai-je admis. Et parfois je me demande si elle. J'ai arrêté, incapable de terminer. L'expression de Nathan s'est durcie. Si elle quoi, Tessa ? Elle me rend heureux, elle m'aime parce qu'elle m'aime. Je sais que tu l'aimes, ai-je dit en reculant. Je veux juste m'assurer que c'est ce que tu veux. Ce que je veux, c'est que ma sœur et ma future femme s'entendent bien, a-t-il dit fermement. Vanessa essaie, Tess. Elle est sous beaucoup de stress avec le mariage. Après-demain, les choses seront différentes. Tu verras. Je voulais désespérément le croire. En partant, il m'a serré fort dans ses bras, rappelant nos étreintes d'enfance. Tu seras toujours ma sœur, a-t-il promis. Rien ne changera ça. Si seulement cela avait été vrai. Le jour du mariage s'est levé clair et lumineux, un temps parfait pour la cérémonie dans le vignoble. Je suis arrivé à la suite nuptiale à 9h, comme indiqué, avec mon sac de vêtements et ma trousse de maquillage à la main. La pièce bourdonnait déjà d'activité, coiffeurs travaillant sur les demoiselles d'honneur, maquilleurs installant leur poste, et la mère de Vanessa dirigeant tout comme un chef d'orchestre. Vanessa était assise au centre, déjà avec des bigoudis, feuilletant son téléphone. Elle a à peine levé les yeux quand je suis entré.
Tu es en retard, a-t-elle commenté, bien que j'aie été exactement à l'heure. La hiérarchie était immédiatement apparente. Britney, la demoiselle d'honneur, avait le coiffeur qui travaillait sur ses cheveux en premier, suivi par les sœurs de Vanessa. Mon nom était le dernier sur le planning avec à peine 30 minutes allouées avant que nous devions nous habiller. Y a-t-il un problème, a demandé Vanessa quand j'ai vérifié le planning. Non, juste confirmer l'horaire, ai-je répondu, forçant un sourire. J'ai essayé de me rendre utile en repassant les robes des demoiselles d'honneur et en organisant les bijoux. Quand j'ai proposé d'aller chercher du café pour tout le monde au café du complexe, les demoiselles d'honneur ont passé des commandes compliquées. En revenant avec un plateau plein de boissons, Vanessa a froncé les sourcils. J'évite spécifiquement les produits laitiers avant les événements importants, a-t-elle dit, repoussant le latte que je lui avais apporté. Cela provoque des ballonnements. J'ai pris du lait d'amande comme vous l'avez demandé, ai-je dit doucement. Elle a pris une petite gorgée et l'a mise de côté. Ça a un goût bizarre. Quand mon tour est finalement venu pour la coiffure et le maquillage, la coiffeuse avait l'air désolée. Nous sommes en retard, a-t-elle expliqué. Je vais devoir simplifier ce que nous avions prévu. Au lieu de la coiffure élégante, mes cheveux ont été rapidement bouclés et épinglés en arrière, contrairement aux autres demoiselles d'honneur. Le maquilleur s'est précipité pendant ma séance, appliquant un fond de teinte trop clair et un fard à paupières qui jurait avec la robe. Quand je me suis aperçu dans le miroir, mon cœur s'est effondré. J'avais l'air fatigué et mal préparé par rapport aux autres. Alors que nous nous préparions à nous habiller, j'ai remarqué que Vanessa me regardait avec une expression étrange. Quand nos regards se sont croisés, elle a rapidement détourné les yeux. Les robes de demoiselles d'honneur étaient rangées dans une pièce séparée. Quand j'ai récupéré la mienne, j'ai découvert qu'elle avait une grosse tache d'eau sur le devant. Qu'est-ce qui est arrivé? Ai-je haleté, en levant la soie ruinée. Vanessa l'a examinée avec un froncement de sourcils. Quelqu'un a dû renverser quelque chose. Quelle négligence. Que suis-je censé porter maintenant? Elle a haussé les épaules délicatement. Nous n'avons pas le temps de trouver un remplacement. Tu devras faire avec. Reste à l'arrière sur les photos et peut-être que personne ne le remarquera. L'une des demoiselles d'honneur, Lorraine, m'a prise à part pendant que Vanessa était distraite. J'ai un défroisseur dans mon sac, a-t-elle murmuré. Ça pourrait t'aider. Sa gentillesse m'a fait verser des larmes. 20 minutes de défroissage frénétique ont légèrement amélioré la robe, bien que la tache soit toujours visible. Je me suis habillé rapidement, luttant contre les larmes de frustration. Cette journée était pour Nathan, me suis-je rappelé. Je ne laisserai pas la mesquinerie de Vanessa la gâcher pour lui. Avant la cérémonie, j'ai réussi à me faufiler pour trouver Nathan dans la suite du marié. Il avait l'air magnifique dans son smoking, bien qu'un peu pâle. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé du sourire que je connaissais si bien. Tess, s'est-il exclamé, m'enlaçant. Peux-tu croire que ça arrive? Pendant un instant, nous étions juste frères et sœurs à nouveau. J'ai ajusté sa botte et brossé les peluches de ses épaules. Geste familier de tant d'années à veiller l'un sur l'autre. J'ai quelque chose pour toi, ai-je dit, sortant une enveloppe de ma pochette. À l'intérieur se trouvait un chèque de 30 000 $, toutes mes économies. Considère cela comme ma contribution à votre bonheur. Les yeux de Nathan se sont écarquillés. Tess, c'est trop. On en a parlé. Je veux que tu l'aies, ai-je insisté. Pour le lieu, la lune de miel, tout ce dont vous avez besoin. Ses yeux se sont remplis de larmes alors qu'il me serrait à nouveau dans ses bras. Je ne te mérite pas, a-t-il murmuré. Sois juste heureux, ai-je répondu. C'est tout ce que je veux. Un coup à la porte nous a interrompus. Le père de Vanessa annonçant qu'il était temps de prendre position. Alors que je me tournais pour partir, Nathan a attrapé ma main. Merci d'être toujours là pour moi, a-t-il dit. Quoi qu'il arrive. Ces mots me hantraient plus tard. Le lieu de la cérémonie était à couper le souffle. Des rangées de chaises blanches plantées au milieu des vignes, une arche de roses blanches, et de la verdure encadrant les montagnes lointaines. Les invités étaient déjà installés pendant que nous, les demoiselles d'honneur, nous réunissions dans la tente de préparation. Vanessa avait l'air magnifique dans sa robe de créateur, exactement la mariée parfaite. Alors que nous nous alignions pour le cortège, j'ai remarqué que Britney réorganisait l'ordre. Initialement, en tant que sœur du marié, je devais marcher 4e. Maintenant, j'étais dernière,
même derrière la cousine de 13 ans de Vanessa. Vanessa pense que c'est plus fluide comme ça, a expliqué Brittany sans me regarder dans les yeux. La musique du cortège a commencé, et une par une, les demoiselles d'honneur ont quitté l'allée. Quand mon tour est venu, j'ai marché la tête haute, me concentrant sur le visage de Nathan à l'hôtel. Ses yeux étaient fixés sur l'entrée, attendant Vanessa. Il m'a à peine jeté un regard en prenant place au bout de la ligne. La cérémonie elle-même était belle, quoique impersonnelle. Les vœux étaient traditionnels. Les lectures choisies sur des sites web de mariage populaires plutôt que sur quelque chose de significatif pour le couple. Pendant tout ce temps, j'ai gardé mon sourire, ignorant les regards sur ma robe tachée et les chuchotements des amis de Vanessa du premier rang. Quand l'officiant les a déclarés mari et femme, j'ai applaudi et crié avec une joie sincère pour mon frère. Quelles que soient mes pensées sur Vanessa, sa joie était ce qui comptait. Après la cérémonie, il y a eu les photos et une série infinie de combinaisons et de regroupements orchestrés par Vanessa et sa mère. Les photos de famille étaient particulièrement révélatrices. Alors que la famille élargie de Vanessa figurait en bonne place, les regroupements avec la famille de Nathan étaient minimes. Quand est venu le temps des photos de frères et sœurs, j'étais positionné au bord, facile à recadrer plus tard. Puis-je me tenir à côté de Nathan pour une fois, ai-je demandé gentiment. Le photographe s'est tourné vers Vanessa, qui a légèrement secoué la tête. Nous suivons une liste de plans spécifiques, a-t-elle expliqué. Le temps est limité. Lors d'une brève pause dans la photographie, j'ai entendu deux des tantes de Vanessa parler à proximité. Laquelle est sa sœur encore? A demandé l'une. Celle sans distinction avec la robe tachée, a répondu l'autre. Apparemment, elle est assez envahissante. Pauvre petite, a dit la première avec un rire. Certaines femmes n'acceptent tout simplement pas quand leur frère trouve quelqu'un d'autre à prioriser. Je me suis mordu la lèvre dure, goûtant le sang. Le récit avait été établi bien avant le jour du mariage. Dans la version de Vanessa, j'étais la sœur possessive incapable de lâcher prise, plutôt qu'une sœur aimante qui avait sacrifié pour rendre ce jour possible. Alors que nous passions à la réception, mon malaise a augmenté. La journée avait été une série de petites humiliations, mais je sentais que le pire allait arriver. Si seulement j'avais su à quel point j'avais raison. La réception a eu lieu dans le grand hall du vignoble, un espace imposant avec des poutres apparentes et des murs de fenêtres donnant sur les montagnes. Des lustres en cristal pendaient au plafond, et chaque table était ornée de centres de tables floraux élaborés, le tout rendu possible par ma contribution financière, bien que personne d'autre que Nathan ne le sût. Les invités entraient, admirant le décor élégant pendant que les serveurs circulaient avec du champagne et des hors-d'œuvre. J'ai aidé à diriger les parents âgés de Nathan et Vanessa vers leur siège, en espérant me rendre utile. Alors que la salle se remplissait, j'ai commencé à chercher ma table assignée, en vérifiant le plan de table orné affiché sur un miroir antique près de l'entrée. J'ai parcouru la liste une fois, deux fois, fronçant les sourcils de confusion. Mon nom n'était ni à la table 1 avec mes parents et ma famille immédiate, ni à la table 2 avec la famille élargie. J'ai vérifié attentivement chaque liste de table avant de trouver finalement Tessa Wilson assignée à la table 19, la table la plus éloignée de la table d'honneur, positionnée directement à côté de l'entrée de la salle de bain. Sûrement, c'était une erreur. En tant que sœur du marié et demoiselle d'honneur, j'aurais dû être assise avec ma famille ou à la table des demoiselles d'honneur. La table 19 était remplie de noms que je ne reconnaissais pas, des connaissances éloignées de la famille de Vanessa d'après la conversation que j'ai ensuite entendue. J'ai d'abord abordé ma mère qui était déjà assise à la table 1. « Maman, il y a une erreur dans le plan de table », ai-je expliqué doucement. Je suis à la table 19 près des salles de bain. Ses yeux se sont écarquillés de surprise, puis ont jeté un regard vers la table d'honneur où Vanessa était déjà assise, le centre de l'attention. « Ça ne peut pas être juste », a-t-elle murmuré. « Laissez-moi parler à la coordinatrice. » Avant qu'elle ne puisse se lever, la mère de Vanessa l'a interceptée, l'engageant dans une conversation sur les arrangements floraux. J'ai décidé de régler le problème directement, et j'ai abordé la table d'honneur, attendant patiemment une pause dans la conversation pour parler à Vanessa. « Excusez-moi, Vanessa », ai-je commencé poliment. « Il semble y avoir une erreur dans les arrangements de table. Je suis assigné à la table 19 plutôt qu'avec la famille. » Vanessa a tourné son sourire, qui n'atteignait pas ses yeux. « Il n'y a pas d'erreur, Tessa. Nous avons dû faire quelques ajustements de dernière minute pour accueillir des invités importants. » Des invités importants, ai-je répété lentement. « Et où sont-ils assis ? » À la table 1 avec tes parents,
a-t-elle répondu avec aisance. Les partenaires commerciaux de mon père. Tu comprends? J'ai jeté un regard vers la table 1, où deux couples d'âge moyen que je n'avais jamais vus étaient maintenant assis à la place qui aurait dû être la mienne. Et le siège vide de mon frère. Il était censé nous rejoindre pour une partie du dîner. Puis-je au moins m'asseoir à la table des demoiselles d'honneur, ai-je demandé, luttant pour garder ma voix calme. L'expression de Vanessa s'est légèrement durcie. Le plan de table est finalisé. Tessa, la table 19 a besoin de quelqu'un de responsable pour aider à guider vers les salles de bain. Elle s'est rapprochée, baissant la voix. Pourquoi ne restes-tu pas près du mur de la salle de bain? Ça gardera les photos de famille propres. La cruauté désinvolte de ces paroles m'a laissé sans voix. Plusieurs invités à proximité ont prétendu ne pas entendre, détournant le regard mal à l'aise. Nathan était de l'autre côté de la pièce, saluant ses amis de l'université, ignorant l'échange. Le visage brûlant d'humiliation, je me suis dirigé vers la table 19. Les autres invités, 3 couples âgés et ceux qui semblaient être un petit-fils adolescent, étaient déjà plongés dans une conversation en espagnol. Ils ont hoché la tête poliment quand je me suis assise, mais ont continué leur discussion sans m'inclure. Je me suis assise seule dans la salle bondée, regardant les serveurs livrer le premier plat aux autres tables. Quand ils ont finalement atteint la table 19, j'ai découvert que mon couvert manquait une fourchette à salade et un verre d'eau. Quand j'ai essayé d'attirer l'attention d'un serveur, ils se sont précipités pour passer aux tables plus importantes. À mi-chemin de la salade, je me suis excusé pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment pour me ressaisir. Quand je suis revenu, à peine 5 minutes plus tard, une femme que je ne reconnaissais pas était assise sur ma chaise, son sac occupant mon couvert. « Excusez-moi, ai-je dit. Je crois que vous êtes à ma place. » La femme a levé les yeux avec une confusion calculée. « C'est ma place. » Table 19. Il doit y avoir une confusion, ai-je insisté, en vérifiant la carte de place qui avait été retournée. Elle portait maintenant le nom de Marissa Johnson au lieu du mien. Vanessa m'a demandé de m'asseoir ici, a expliqué Marissa avec un haussement d'épaule. Elle a dit qu'il y avait une place supplémentaire car quelqu'un était parti tôt. Je l'ai regardé, sans voix. Vanessa avait donné ma place dans les 5 minutes où j'étais parti. En regardant autour de moi désespérément, je n'ai vu aucune chaise vide à aucune table. Même le personnel du lieu me jetait des regards mal à l'aise. J'ai repéré Nathan près du bar et je me suis dirigé vers lui, déterminé à lui faire régler cette humiliation. Avant que je ne puisse l'atteindre, Vanessa est apparue en douceur, enroulant son bras autour du sien et le dirigeant vers la piste de danse. Elle a jeté un coup d'œil en arrière vers moi avec un sourire triomphant que seul moi pouvais voir. Pendant près de 30 minutes, je suis resté maladroitement près de la table des cadeaux, regardant la fête continuer sans moi. Personne ne m'a offert de chaise ni demandé pourquoi j'étais debout seul. Mes propres parents étaient coincés dans une conversation avec la famille de Vanessa, bien que ma mère ne cessait de me lancer des regards inquiets. Le coup de grâce est arrivé pendant les discours. Le témoin a parlé avec éloquence du caractère et de l'amitié de Nathan. Puis Britney, en tant que demoiselle d'honneur, a prononcé un discours axé presque entièrement sur Vanessa, avec à peine une mention de Nathan. Quand elle a terminé, l'animateur a annoncé, et maintenant, un toast spécial des parents du marié. Mon père s'est levé, levant son verre pour délivrer un message sincère sur l'accueil de Vanessa dans la famille. Tout au long de son discours, il a mentionné à plusieurs reprises à quel point il était heureux que Nathan ait trouvé quelqu'un d'aussi parfait, quelqu'un qui complétait le cercle familial. Pas une seule fois dans aucun discours je n'ai été mentionné, ni comme la sœur de Nathan, ni comme quelqu'un qui avait été au centre de sa vie pendant 30 ans, ni comme la personne dont le sacrifice financier avait rendu cet événement possible. J'avais été complètement effacé du récit. Alors que les applaudissements suivaient le toast de mon père, quelque chose a changé en moi. La douleur s'est cristallisée en clarté. Pendant 3 ans, j'avais excusé le comportement de Vanessa. J'avais présenté des excuses pour des offenses que je n'avais jamais commises. J'avais contribué financièrement bien au-delà de mes moyens. J'avais souri à travers les insultes et l'exclusion, tout pour le bonheur de Nathan. Mais cette humiliation systématique était délibérée et calculée. Vanessa avait orchestré chaque affront, de la robe tachée à la table de la salle de bain en passant par le siège volé. Et Nathan, mon frère, mon meilleur ami, avait tout laissé arriver. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. Avec un calme parfait, je suis allé directement à la table des cadeaux où ma carte était placée en évidence dans un support rose.
Vanessa voulait que le plus gros cadeau soit exposé. J'ai ramassé l'enveloppe contenant le chèque de 30 000 $, mon acompte, ma sécurité, mon avenir, et les glisser dans ma pochette. Un coordinateur qui flottait à proximité avait l'air confus, mais n'a rien dit. Avec l'enveloppe sécurisée, je me suis retourné et j'ai marché directement vers l'endroit où Vanessa et Nathan se tenaient maintenant, saluant les invités près de la piste de danse. Vanessa m'a vu approcher, son expression passant de la surprise à l'épuisement. « Tu pars déjà, Tessa ?» a-t-elle demandé, sa voix mielleuse d'une fausse préoccupation. « Oui », ai-je répondu calmement. « Je reprends mon cadeau et ma dignité. » Nathan a froncé les sourcils, la confusion évidente. « Tess, de quoi parles-tu ? Demande à ta femme pourquoi elle a assis ta sœur près de la salle de bain. Demande-lui pourquoi elle m'a donné ma place quand je suis allé aux toilettes. Demande-lui pourquoi elle m'a dit de me tenir contre le mur pour que les photos de famille restent propres. » Le visage de Vanessa s'est légèrement empalé, mais elle s'est vite remise. « Tu es dramatique. » C'était une blague. 30 000 $, ce n'est pas une blague, ai-je répondu, ma voix ferme, malgré l'émotion qui me secouait. La famille non plus. Je me suis tourné vers Nathan, voyant une vraie incertitude dans ses yeux pour la première fois. J'espère qu'elle te rend heureuse, Nathan. Vraiment, mais je ne resterai pas là où je ne suis pas désiré ou respecté. Le masque de Vanessa a glissé, sa voix prenant une teinte plus dure. Tu fais une scène à notre mariage. Ne t'inquiète pas, ai-je dit doucement, regardant droit dans ses yeux. Je resterai hors du cadre pour toujours. Sans attendre de réponse, je me suis retourné et j'ai marché d'un pas assuré vers la sortie. Derrière moi, j'ai pu entendre Nathan m'appeler, mais il n'a pas suivi. Cela m'a tout dit ce que j'avais besoin de savoir. Alors que je poussais les lourdes portes en bois pour sortir dans l'air frais du soir, les larmes ont finalement coulé sur mes joues. Mais à côté du chagrin, il y avait un soulagement inattendu. Pour la première fois depuis 3 ans, j'avais arrêté de faire semblant. Je m'étais défendu quand personne d'autre ne le faisait. J'ai conduit chez moi en silence, mon téléphone vibrant constamment dans mon sac à main. Des messages de ma mère demandant où j'étais allé. Des messages vocaux de mon père exigeant que je revienne immédiatement. Rien de Nathan. Au moment où j'ai atteint mon appartement, les réseaux sociaux bourdonnaient déjà de murmures sur le drame du mariage Wilson-Clark. Les demoiselles d'honneur de Vanessa ont posté des photos avec des légendes sur la journée parfaite. Malgré le drame inutile, tandis que les amis communs m'envoyaient des messages confus demandant ce qui s'était passé, j'ai éteint mon téléphone, me suis versé un verre de vin et me suis assise sur mon balcon en regardant les étoiles. Les 30 000 $ maintenant de retour en ma possession semblaient à la fois un poids et une libération. J'avais perdu mon frère, mais peut-être que j'avais trouvé moi-même. Mon téléphone est resté éteint jusqu'au lendemain matin, quand j'ai finalement allumé mon téléphone, les notifications affluant, 17 appels manqués, 34 messages textes et d'innombrables alertes sur les réseaux sociaux. La plupart provenaient de membres de ma famille, leur ton allant de l'inquiétude à l'accusation. Ma mère avait appelé cette fois. Ces messages vocaux de plus en plus inquiets. « Tessa, où es-tu ? Nathan est bouleversé. Rappelle-moi, s'il te plaît. Et plus tard, ton père est furieux. Que as-tu pensé en partant comme ça ? Les messages de mon père étaient moins sympathiques. Tu as embarrassé cette famille, a-t-il déclaré sèchement dans son 3e message vocal. Vanessa est en larmes. Tu dois t'excuser immédiatement. Les amis qui avaient assisté au mariage m'ont envoyé des messages hésitants. Vas-tu bien ? Et qu'est-il arrivé hier soir ? Plusieurs avaient été témoins de la confrontation, mais n'étaient pas clairs sur les détails. Plus important encore, il n'y avait qu'un seul message de Nathan envoyé à 2h17 du matin. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça le jour de mon mariage. Aucune reconnaissance de la façon dont j'avais été traité. Aucune question sur mon point de vue, juste la déception que j'avais perturbé sa journée parfaite. Vanessa avait déjà commencé le contrôle des dégâts. Son histoire Instagram montrait des photos de réception soigneusement sélectionnées avec la légende « Rien ne pouvait gâcher notre journée parfaite ». Tellement bénie par ceux qui nous aiment vraiment. L'accent sur « vraiment » n'était pas subtil. 2 de ces demoiselles d'honneur avaient publié des sentiments similaires, faisant allusion à des membres toxiques de la famille et à l'établissement de limites avec des personnes difficiles. Le récit était en train de s'établir. J'étais le méchant qui avait fait une scène lors d'un mariage par ailleurs parfait. Vers midi, mes parents sont arrivés à mon appartement sans prévenir.
Ma mère avait l'air fatiguée, mon père était furieux. Que as-tu pensé, a-t-il exigé avant même d'être complètement entré. As-tu la moindre idée de comment tu nous as fait paraître? Comment tu m'as fait paraître? Je répète, incrédule. Avez-vous remarqué comment j'ai été traité hier? La table de la salle de bain? Ma place a été donnée quand je suis allé aux toilettes. Ma mère a au moins eu la décence de paraître mal à l'aise. Nous t'avons vu debout toute seule pendant un moment, mais nous pensions que tu avais. Qu'est-ce que tu as pensé? Ai-je interrompu? Je pensais que j'avais choisi de rester seul au mariage de mon frère, que j'avais donné ma place volontairement. Vanessa a dit qu'il y avait une mauvaise communication avec la coordinatrice, a insisté mon père. Ces choses arrivent au mariage. Il n'y avait aucune raison de faire une scène et de reprendre ton cadeau. J'ai ri amèrement. Une mauvaise communication. C'est comme ça qu'elle a appelé ça? Me dire de me tenir contre le mur de la salle de bain pour que les photos de famille restent propres. Ma mère a haleté. Elle t'a dit ça. Entre autres choses, ai-je confirmé. Depuis 3 ans, elle m'écarte systématiquement de la vie de Nathan. Et hier, c'était l'apogée. J'ai été humilié délibérément et à plusieurs reprises. Tu exagères, a dit mon père, bien qu'avec moins de conviction. Est-ce que j'exagère? Je suis allé à mon ordinateur portable et j'ai sorti la photo du plan de table que j'avais prise. Expliquer pourquoi la sœur du marié était assise à la table 19 près des salles de bain alors que les associés commerciaux prenaient ma place à la table familiale. Pendant l'heure suivante, j'ai détaillé chaque affront, chaque exclusion, chaque commentaire blessant. Ma mère est devenue de plus en plus troublée tandis que l'indignation de mon père diminuait lentement. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que cela se passait, a demandé ma mère doucement. J'ai essayé. Je vous ai rappelé. Vous vous souvenez quand j'ai dit que je sentais que Vanessa se mettait entre Nathan et moi? Vous m'avez dit d'essayer plus fort et de faire un effort pour Nathan. Mon père secoua la tête. Tout cela est très malheureux, mais reprendre ton cadeau était toujours inapproprié. 30 000 $, Tessa. C'est extrême. Cet argent représentait mon avenir, ai-je expliqué fermement. Mon acompte pour une maison. Je l'ai donné parce que je voulais que Nathan soit heureux. Mais je ne financerai pas ma propre humiliation. Ils sont partis insatisfaits, mon père croyant toujours que je devrais m'excuser, ma mère partagée entre l'inquiétude pour moi et la peur de la fracture familiale. Tout au long de la journée, les retombées numériques ont continué. Les amis ont choisi des camps, la plupart restant prudemment du côté de Vanessa. Après tout, c'était la nouvelle épouse, l'avenir de la famille. J'étais juste la sœur difficile qui avait fait une scène. Au soir, Nathan a appelé. J'ai répondu malgré mon meilleur jugement. Comment as-tu pu m'embarrasser comme ça, a-t-il commencé sans préambule. Vanessa est dévastée. Vanessa est dévastée, ai-je répété avec incrédulité. Nathan, elle m'a assise près de la salle de bain. Elle m'a dit de me tenir contre le mur pour que les photos restent propres. Elle m'a donné ma place quand je suis allé aux toilettes. Elle dit que ce n'est pas ce qui s'est passé, a-t-il répliqué. Il y a eu une confusion avec le plan de table. Ce commentaire sur la salle de bain n'était qu'une blague. Tu as mal compris. Une blague, ai-je dit sèchement. Était-ce aussi une blague quand elle m'a exclu des invitations à la fête prénuptiale? Quand elle m'a donné une robe tachée? Quand elle m'a positionné au bord de chaque photo? Tu es paranoïaque, a insisté Nathan, bien que je détecte une incertitude dans sa voix. Vanessa a tellement essayé de t'inclure. Nathan, je t'ai donné 30 000 $ pour que ce mariage ait lieu, lui ai-je rappelé. Et en retour, j'ai été traité comme une étrangère non désirée. Si tu ne peux pas voir ça, alors il n'y a plus rien à dire. C'est ça qui compte, l'argent, sa voix s'est durcie. Garde-le, Tessa. Nous n'avons pas besoin de ton argent. Ce n'était jamais une question d'argent, ai-je répondu doucement. C'était une question de respect, quelque chose que ta femme ne m'a jamais montré. Ne parle pas de ma femme comme ça, a-t-il claqué. Au revoir, Nathan, ai-je dit, et j'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai bloqué Nathan et Vanessa sur toutes les plateformes de réseaux sociaux et applications de messagerie. Les notifications constantes et le drame croissant affectaient ma santé mentale. J'avais besoin d'espace pour traiter ce qui s'était passé et décider comment aller de l'avant. Les amis ont rapidement pris parti. Ceux qui avaient été témoins du comportement de Vanessa ont tendu la main avec soutien.
J'ai toujours pensé que quelque chose n'allait pas chez elle, a admis ma colocataire d'université. La façon dont elle te regardait quand tu ne regardais pas, d'autres, en particulier ceux qui étaient plus proches de Nathan, ou ceux qui ne connaissaient que la version de Vanessa, ont envoyé des messages de jugement ou ont cessé de communiquer. Le photographe de mariage, que je connaissais depuis des années, m'a envoyé un message privé. Pour ce que ça vaut, j'ai vu comment tu as été traité. Ce n'était pas juste. 3 jours ont passé dans un brouillard d'émotions. Chagrin pour la relation que j'avais perdue avec mon frère. Colère face à la manipulation de Vanessa et regret de ne pas avoir reconnu la toxicité plus tôt. J'alternais entre des crises de larmes et des périodes de clarté surprenantes. Dans ces moments de clarté, j'ai commencé à rechercher des thérapeutes, sachant que j'aurais besoin d'une aide professionnelle pour traiter ce traumatisme familial. Le 3e jour, alors que je triais de vieilles photos de Nathan et moi, j'ai reçu un message de Lorraine, la demoiselle d'honneur, qui m'avait aidé à défroisser ma robe. Tu devrais savoir ce que Vanessa dit de toi, disait-il, suivi de captures d'écran d'un groupe de discussion privée des demoiselles d'honneur. Vanessa m'avait dépeinte comme mentalement instable, affirmant que j'avais toujours ressenti de l'amertume pour sa relation avec Nathan et suggérant que j'avais besoin d'une aide professionnelle pour mes problèmes d'attachement. Elle a détaillé comment elle avait tout essayé pour m'inclure, mais que j'avais saboté tous les efforts. Plus troublant encore, elle prétendait que j'avais menacé de ruiner son mariage. C'était une manipulation magistrale, juste assez plausible pour que ceux qui ne me connaissaient pas bien puissent la croire. Mais il y avait des incohérences et des mensonges purs et simples que quiconque prêtant attention remarquerait. Plus important encore, les captures d'écran comprenaient des messages d'avant le mariage où Vanessa discutait explicitement des arrangements de table. « Mettez ça à la table 19 près des salles de bain », avait-elle écrit. Nathan ne le remarquera pas avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis figé face à la preuve de préméditation, ressentant un étrange calme m'envahir. Ce n'était pas un malentendu ou le stress du jour du mariage. C'était une cruauté calculée. Avec la permission de Lorraine, j'ai transmis les captures d'écran à mes parents et à Nathan avec un simple message. La vérité dans ses propres mots. Mon téléphone a explosé d'appels immédiatement. D'abord de ma mère, puis de mon père, enfin de Nathan. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Quelle que soit la répercussion à venir, je l'affronterai selon mes propres termes, pas dans le chaos des réactions émotionnelles. Au lieu de cela, j'ai composé un seul email prudent à Nathan, joignant toutes les preuves que Lorraine avait fournies. J'ai détaillé chaque instance du comportement de Vanessa envers moi, non pas avec colère, mais avec une précision clinique. J'ai expliqué que j'avais soutenu leur relation malgré mes réserves, parce que je voulais son bonheur avant tout. Je ne m'attends pas à ce que tu choisisses entre ta femme et ta sœur, ai-je conclu. Ce choix a déjà été fait, mais je mérite que la vérité soit reconnue. Je mérite de ne pas être dépeinte comme instable ou obsessionnelle alors que j'étais la cible de cruauté délibérée. Quoi qu'il arrive ensuite, souviens-toi que je t'ai aimé assez pour te donner tout ce que j'avais, y compris la dignité de me retirer quand il est devenu clair que je n'étais pas la bienvenue dans ta nouvelle vie. J'ai envoyé l'email, éteint mon téléphone et je me suis couché, épuisé émotionnellement, mais étrangement en paix. Quoi qu'il arrive ensuite, c'était hors de mes mains. 3 jours se sont écoulés dans le silence. J'avais rallumé mon téléphone, mais je l'avais mis en mode ne pas déranger, me permettant de vérifier les messages à mon propre rythme plutôt que de réagir à chaque notification. Mes parents avaient appelé à plusieurs reprises mais ont respecté ma demande d'espace, laissant des messages vocaux de plus en plus encourageants au fur et à mesure qu'ils traitaient les preuves que j'avais partagées. Le 4e jour après le mariage, mon amie Emma m'a envoyé un message, « As-tu vu le Facebook de Nathan ?» Je n'avais pas bloqué lui et Vanessa. Emma a envoyé des captures d'écran. Nathan et Vanessa étaient censés être en lune de miel à Bali, un voyage partiellement financé par mon cadeau financier. Au lieu de cela, la localisation de Nathan indiquait qu'il était enregistré à son appartement. Son statut relationnel, qui affichait fièrement marié à Vanessa Clark le lendemain du mariage, avait été entièrement supprimé. La curiosité a outrepassé ma détermination à rester déconnecté. Je me suis connecté à un ancien compte de réseau social dormant pour consulter directement le profil de Nathan. Son message le plus récent était critique. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le dès la première fois. La citation attribuée à Maya Angelou avait été publiée quelques heures plus tôt. Plus révélateurs encore étaient les commentaires ci-dessous. Des amis communs exprimant leur confusion. Les demoiselles d'honneur de Vanessa postant des émojis de colère. Les témoins de Nathan offrant leur soutien avec des commentaires comme « Je suis là pour toi »,
mec, et appelle-moi quand tu pourras. J'étais encore en train de traiter ce développement quand ma sonnette a retenti. Dehors se tenait Nathan, mal rasé et l'air épuisé, portant toujours sa chemise en lin de lune de miel malgré le temps frais. Je l'ai presque laissé entrer. 3 ans de douleur et un jour de mariage d'humiliation avaient construit des murs qui ne tomberaient pas facilement. Mais quelque chose dans son expression, une brisure que je reconnaissais depuis notre enfance après la mort de notre grand-mère, m'a fait écarter. 5 minutes, ai-je dit en le laissant entrer. Il a hoché la tête, restant debout maladroitement dans mon salon. Je te dois des excuses, a-t-il commencé, la voix rauque. En fait, 1000 excuses ne suffiraient pas, j'ai croisé les bras en attendant. Il devrait faire mieux que des remords génériques. Les captures d'écran que tu as envoyées, a-t-il continué, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. Je l'ai confrontée à Bali. Elle a d'abord tout nié, affirmant qu'elles étaient falsifiées. Elles ne l'étaient pas, ai-je dit sèchement. Je le sais maintenant, a-t-il concédé. Quand je l'ai pressé, l'histoire a changé. Elle a dit que tu avais toujours été hostile à son égard, qu'elle se protégeait simplement. J'ai ri amèrement. Se protéger en m'asseyant à la salle de bain, en me disant de me tenir contre le mur. Je sais, a-t-il murmuré. Je sais maintenant. Il a expliqué que leur lune de miel s'était transformée en une série d'arguments. Initialement, il avait défendu Vanessa, ne voulant pas croire qu'elle avait délibérément humilié sa sœur. Mais à mesure que ces histoires changeaient, et que plus de détails émergeaient, la vérité est devenue indéniable. Le coup de grâce est venu quand j'ai regardé son téléphone pendant qu'elle nageait, a-t-il admis. J'ai trouvé des messages à Britney il y a des mois planifiant comment gérer la situation de Tessa au mariage. Elle écrivait qu'elle voulait te mettre à ta place une fois pour toutes pour que je sois entièrement à elle. J'ai absorbé cette confirmation de ce que je savais déjà. Alors, tu as quitté la lune de miel en avance. Il a hoché la tête. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Elle est devenue hystérique, m'accusant de te choisir toi plutôt qu'elle, disant que je la trahissais quelques jours après notre mariage. Le fais-tu, ai-je demandé doucement. Nathan a levé les yeux, les orbites rouges. Il ne s'agit pas de choisir des camps, Tess. Il s'agit de reconnaître que j'ai épousé quelqu'un qui a délibérément blessé ma sœur, qui a pris plaisir à t'humilier lors de ce qui aurait dû être une journée joyeuse pour toute notre famille. Nous avons parlé pendant des heures, bien plus que les 5 minutes promises. Nathan a partagé d'autres révélations troublantes. Comment Vanessa l'avait systématiquement isolé des autres amis, pas seulement moi. Comment elle l'avait poussé à dépenser au-delà de ses moyens pour prouver son amour. Comment elle avait créé des conflits, puis exigé des preuves de loyauté croissantes. J'étais aveugle, a-t-il conclu, la voix brisée. Ou peut-être que j'ai choisi de ne pas voir. Quoi qu'il en soit, je t'ai laissé tomber. Son téléphone sonnait constamment pendant notre conversation. Vanessa avait appelé 33 fois depuis qu'il avait quitté Bali. Ses parents avaient appelé presque aussi souvent, lui demandant de régler les choses avec sa nouvelle épouse. Que allez-vous faire maintenant, ai-je demandé alors que le soir tombait. Nathan avait l'air perdu, plus jeune que ses 34 ans. Je ne sais vraiment pas juridiquement, je suis marié à quelqu'un en qui je n'ai plus confiance ni que je ne respecte. Quelqu'un qui a blessé la personne que j'ai aimée le plus longtemps dans ce monde. Je n'ai pas offert de conseils. C'était son parcours, sa conséquence à naviguer. J'avais ma propre guérison sur laquelle me concentrer. Alors qu'il se préparait à partir, Nathan s'est arrêté à la porte. Les 30 000 $, a-t-il dit. Je suis content que tu les aies repris. Je te rendrai le reste de ton investissement dans le mariage dès que j'aurai trié le désordre financier. C'était un cadeau, lui ai-je rappelé. Donné gratuitement à quelqu'un qui ne le méritait pas, a-t-il corrigé, à une union bâtie sur des mensonges. Après le départ de Nathan, mon téléphone a explosé de notifications. Des amis communs ont rapporté que Vanessa était rentrée de Bali seule, postant des selfies en larmes avec des légendes sur la lutte pour mon mariage et l'ingérence de la famille toxique. Ces demoiselles d'honneur se sont ralliées autour d'elle, partageant des messages de soutien et des critiques voilées de Nathan et moi. Pendant ce temps, ceux qui avaient été témoins de mon traitement au mariage ont commencé à me contacter avec des excuses pour ne pas avoir parlé. J'ai vu comment elle t'a traité, a écrit un cousin. J'aurais dû dire quelque chose. Même mon père a appelé avec un ton différent. J'ai eu tort, a-t-il admis brusquement. J'aurais dû mieux te protéger. La dynamique familiale avait changé de manière sismique.
Là où j'étais autrefois le problème, la sœur envahissante réticente à lâcher prise, maintenant j'étais la victime de cruauté calculée. Le renversement était validant mais aussi désorientant. Le plus surprenant fut un message de la mère de Vanessa. Je veux que tu saches que je n'avais aucune idée de ce que ma fille faisait. Bien que je ne puisse pas cautionner la façon dont les choses se sont déroulées, je comprends pourquoi tu as pris la position que tu as prise. Au cours des semaines suivantes, l'histoire s'est encore déroulée. Des amis sont venus avec d'autres exemples de manipulation de Vanessa. Une ancienne colocataire a révélé que Vanessa avait délibérément saboté sa relation avec un précédent petit ami lorsqu'il restait proche de sa cousine. Un collègue a partagé comment Vanessa s'était attribué le mérite du travail des autres, puis avait vilipendé quiconque la contredisait. Un schéma est apparu, celui de quelqu'un qui ne pouvait supporter de partager l'affection ou l'attention, qui considérait les relations comme des possessions plutôt que des connexions. Nathan n'avait pas été sa première victime, simplement sa conquête la plus importante. Les 33 appels manqués n'étaient que le début. Alors que Nathan maintenait sa distance, Vanessa a escaladé dramatiquement, se présentant à son lieu de travail, contactant ses amis avec des histoires larmoyantes, essayant même d'accéder à ses comptes financiers. Lorsque ces tactiques ont échoué, elle est passée aux menaces, affirmant qu'elle le détruirait s'il ne revenait pas. Le magnifique mariage si soigneusement orchestré avait implosé en une laide conséquence. Les pages mondaines qui avaient présenté leurs noces chuchotaient maintenant sur le mariage qui a duré moins d'une semaine. Nathan a déménagé temporairement chez nos parents, consultant des avocats sur les possibilités d'annulation. Vanessa, quant à elle, a refusé d'accepter l'effondrement, affirmant à quiconque voulait bien l'écouter que j'avais empoisonné Nathan contre elle par jalousie. Certains la croyaient, en particulier ceux qui ne connaissaient que son persona public soigneusement curaté. Mais la vérité avait une façon de surgir, une révélation à la fois. Chaque jour apportait une nouvelle clarté sur la relation que j'avais perdue avec mon frère et la balle qu'il avait évitée de justesse dans son mariage. 3 semaines après le mariage, j'ai reçu un dernier message de Vanessa. Tu penses peut-être avoir gagné, mais ce n'est pas fini. La famille, c'est pour toujours, et maintenant je suis sa famille, pas toi. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire à quelqu'un qui considérait les relations comme des compétitions à gagner plutôt que des connexions à nourrir. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie un jour à la fois. 6 mois se sont écoulés, apportant des changements que je n'aurais jamais pu anticiper ce jour-là douloureux du mariage. Les saisons sont passées de l'été à l'hiver et sont revenues au printemps, reflétant mon propre voyage émotionnel de douleur brute à engourdissement gelé à renouveau prudent. Les 30 000 $ que j'avais récupérés se trouvaient maintenant sur un nouveau compte d'investissement, n'étant plus réservé à la compte d'une maison, mais à un type d'avenir différent. Après beaucoup d'introspection, j'avais décidé de retourner à l'école supérieure, poursuivant le diplôme de conseillère que j'avais toujours voulu, mais que j'avais remis à plus tard pour des raisons financières. Mon expérience avait éveillé un désir d'aider les autres à naviguer dans les traumatismes familiaux et les relations toxiques. Mes murs d'appartement, autrefois couverts de photos de famille avec Nathan en premier plan, affichaient maintenant de nouvelles images, des amis qui m'avaient soutenu, des lieux que j'avais visités lors de voyages en solo, des œuvres d'art qui parlaient de mon émergence de moi-même. Je n'avais pas effacé mon frère de ma vie, mais j'avais créé de l'espace pour grandir au-delà de l'identité de la sœur de Nathan. Les conséquences juridiques du fiasco du mariage se sont résolues plus rapidement que prévu. Le mariage de Nathan et Vanessa a été annulé pour fraude et fausses déclarations. Les preuves de la tromperie délibérée de Vanessa se sont avérées convaincantes pour les tribunaux. Les complications financières ont pris plus de temps à se démêler, Vanessa se battant pour chaque sou malgré les accords prénuptiaux. Ma relation avec Nathan a évolué, guérissant lentement par petites touches. Notre premier café après le mariage a semblé maladroit, chargé de chagrin inexprimé et de ressentiments persistants. Mais lors de notre 5e rencontre, des lueurs de notre ancienne connexion ont commencé à refaire surface, des blagues internes qui nous faisaient rire malgré nous, des souvenirs partagés de l'enfance que Vanessa ne pouvait pas atteindre. « Tu me manques », a-t-il admis lors de notre 8e déjeuner, 3 mois après le mariage. « Tu me manques aussi », ai-je répondu honnêtement. Mais peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort parce qu'il a été testé. Le processus n'était pas linéaire. Certains jours, je pouvais lui pardonner complètement. D'autres fois, la blessure ressurgissait de manière inattendue. Nathan respectait mes limites, ne me poussant jamais à une réconciliation plus grande que celle que j'étais prête à offrir. Il suivait une thérapie 2 fois par semaine,
travaillant sur les conséquences de sa relation avec Vanessa et examinant les schémas qui l'avaient rendu vulnérable à sa manipulation. Mes parents ont également changé d'une manière que je n'avais pas anticipée. Mon père, d'abord si prompt à me blâmer pour avoir perturbé le mariage, est devenu mon plus ardent défenseur. Quand des parents éloignés s'informaient de l'incident malheureux, ils corrigeaient fermement leurs idées fausses. Ma mère, toujours la pacificatrice, a appris à distinguer la vraie paix de l'apparence de l'harmonie maintenue par le sacrifice. Vanessa a finalement déménagé dans un autre état pour un nouveau départ. Bien que ses réseaux sociaux continuent de la dépeindre comme la victime d'une famille contrôlante qui ne l'avait jamais acceptée, ceux qui connaissaient la vérité sont restés insensibles à son récit. Ceux qui la croyaient étaient les bienvenus dans sa version de la réalité. Le cadeau financier que j'avais récupéré s'est avéré plus précieux que la simple sécurité monétaire. Il représentait quelque chose de plus profond, ma volonté de me valoriser, d'établir des limites, de reconnaître quand le sacrifice devenait l'autodestruction. En thérapie, j'ai exploré pourquoi j'avais été si prompte à offrir mes économies, pourquoi j'avais toléré 3 ans de dégradation subtile avant de finalement me défendre. Les gens qui aiment profondément confondent parfois le sacrifice de soi avec l'amour, a observé ma thérapeute. Le défi est d'apprendre que le véritable amour pour les autres et pour soi-même nécessite des limites saines. Cette idée m'a profondément marqué. Pendant des années, j'avais cru qu'être une bonne sœur signifiait accepter les miettes de relations que Nathan m'offrait. Même si Vanessa réduisait systématiquement ses miettes, je confondais l'amour inconditionnel avec l'acceptation inconditionnelle des mauvais traitements. Alors que le printemps fleurissait dehors par ma fenêtre, j'ai reçu un appel inattendu de Nathan. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-il dit. « Puis-je passer ?» Quand il est arrivé, il portait un petit paquet emballé et une enveloppe. Le paquet contenait une photo encadrée de nous enfants construisant un bonhomme de neige dans notre cour. L'enveloppe contenait un chèque de 30 000 $. Je ne peux pas accepter ça, ai-je protesté. Tu peux, et tu vas, a-t-il insisté doucement. Ce ne sont pas les mêmes argents que tu nous as donnés. C'était un cadeau donné librement par amour. Ceci est une restitution, une reconnaissance du tort causé. J'ai compris alors que ce n'était pas une question d'argent pour aucun de nous deux. Il s'agissait de la reconnaissance de ma valeur, de la blessure infligée, de sa responsabilité d'avoir permis que cela se produise. En acceptant son geste, je n'effaçais pas le passé, mais je reconnaissais notre désir mutuel de construire un avenir plus sain. Ce soir-là, alors que j'ajoutais la photo d'enfance à mon mur, la première image familiale que j'avais affichée depuis des mois, j'ai réfléchi au parcours depuis cette confrontation dans le vignoble jusqu'à aujourd'hui. La douleur avait été nécessaire, la séparation une étape cruciale vers une connexion authentique. Je ne me définissais plus principalement comme la sœur de Nathan ou la fille de mes parents. J'étais Tessa Wilson, une femme qui avait appris sa propre valeur par sa violation. Quelqu'un qui comprenait maintenant que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout, simplement de la dépendance, habillé de vêtements d'affection. Les 30 000 $ que j'avais repris ce jour-là représentaient plus qu'une sécurité financière. C'était le prix de mon amour-propre, un rappel concret que je méritais mieux que ce que j'avais accepté pendant si longtemps. Certains pourraient considérer mes actions comme drastiques, voire cruelles, le jour du mariage de Nathan. Mais parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire pour nous-mêmes et pour les autres est de refuser de participer à des schémas nuisibles, même si cela cause une douleur temporaire. Aujourd'hui, je le sais avec certitude, me tenir près de ce mur de salle de bain était la dernière fois que je me permettrais d'être minimisé. Reprendre mon cadeau a été le premier pas vers la récupération de mon pouvoir. Sortir de cette réception, c'était entrer dans un avenir où je me valorisais autant que j'avais toujours valorisé les autres. Si vous vous êtes déjà trouvé à un carrefour similaire, choisissant entre la paix à tout prix et le chemin plus difficile de l'authentique amour-propre, j'espère que mon histoire vous donnera du courage. Parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire est de tracer une ligne disant « plus jamais ». Parfois, le plus beau cadeau que nous puissions nous faire est la volonté de s'éloigner de ceux qui ne peuvent pas voir notre valeur. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile entre maintenir la paix et vous défendre? Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience. Si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous pour entendre d'autres histoires sur la recherche de la force dans les moments difficiles et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler sa propre valeur. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent, mais par la façon dont vous choisissez de vous honorer.